Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'émission. Guy Turcotte est maintenant un homme libre, en principe du moins, parce qu'à l'heure où on se parle, nous n'avons aucune confirmation qu'il a quitté l'Institut Philippe Pinel, où il était détenu depuis la fin de son procès en 2011. Ce sera la décision de M. Turcotte avec les autorités de l'Institut. Une chose est sûre, son cas n'a pas fini de secouer le Québec. L'annonce de sa libération hier a beaucoup fait réagir, et même jusqu'à Ottawa. Le gouvernement Harper a pris la balle au bond pour réitérer son intention de modifier la loi au bénéfice des victimes. Là-dessus, on écoute le ministre James Moore en début d'après-midi. Les victimes ne sont pas vraiment au sein de notre système. Quand un individu est déterminé d'être pas responsable criminellement pour un acte de crime qui est passé quand même. Et notre système, franchement, c'est injuste à les victimes et on veut assurer qu'ils sont vraiment au sein de notre système. Alors les changements vont leur protéger, vont dire que le système doit considérer leur santé, leur capacité d'avoir une sens d'être sauf dans leur communauté va être au sein des considérations de n'importe quel cas où un individu peut peut-être être re-rendu dans le public. Je vais m'entretenir un petit peu plus tard avec le criminaliste Jean-Claude Hébert sur les questions soulevées, notamment par les intentions d'Ottawa, et aussi le psychiatre Louis Morissette. Mais d'abord, voici l'entretien que j'ai réalisé un peu plus tôt avec l'ex-conjointe de Guy Turcotte, Isabelle Gaston, à qui justement je pose la question des intentions d'Ottawa, mais sachez que l'entrevue a été faite avant l'annonce officielle d'Ottawa. Madame Gaston, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Vous avez quand même dit qu'on libérait un criminel et vous avez comme entrepris un débat pour changer les lois qui nous gouvernent dans ce domaine-là. Oui, en fait, sans parler de changer les lois, je pense que c'est nécessaire de dire que d'améliorer un peu le processus qui est en place. Soit disant en passant, pour moi, ça changera pas rien quant au processus d'appel ou à la décision du verdict qui a déjà été posé. Mais je crois sincèrement, comme je suis une professionnelle et que j'ai été habituée à décortiquer quand il y a un problème ou à analyser, puis à essayer de trouver des solutions assez rapidement dans le cadre de mon travail, ben c'est un peu ça que j'ai fait là, même durant le procès. J'ai commencé à m'offusquer puis à regarder qu'est-ce qui marchait pas avec les procédures en place. Et qu'est-ce qui ne marche pas dans le cas de Guy Turcotte? Dans le cas qu'on dit, plusieurs disent que c'est un cas tellement atypique, c'est un cas inédit dans le fond, dans nos annales judiciaires. Mais en fait, ça, quand les psychiatres parlent comme ça, c'est que c'est un non-dit, c'est que sous le couvert de l'anonymat ou quand les caméras sont tournées, tous s'entendent pour dire que, à la lumière de la démarche qui a mené à une opinion concernant sa responsabilité criminelle, ça ne respecte pas la jurisprudence de l'article 16. Donc, ça, c'est la première chose. On va parler en termes flous, le chaînon manquant, cas exceptionnel, rarissime, etc. Donc, qu'est-ce qui marche pas? C'est à plusieurs endroits. Puis, on peut choisir, dépendamment de la position qu'on a, d'accuser le juge, d'accuser les procureurs de la couronne qui n'ont pas fait un bon travail, de dire que c'est un excellent avocat de la défense que la personne avait. Moi, je choisis plutôt de partir du début, puis me dire qu'est-ce qui a provoqué cette injustice-là, qu'est-ce qui amène les gens sur une mauvaise voie. Donc, parce que c'est quoi, d'après vous? Moi, je pense qu'on a un problème au niveau de nos experts. D'ailleurs, le juge Michel Proulx de la Cour d'appel, en 2003, l'avait dénoncé. Il y a le juge Gange, qui est un juge de la Cour d'appel, et certains juges de la Cour suprême aussi, par intermédiaire, j'ai su qui savaient qu'au niveau des témoins experts, il y a un laxisme et il y a surtout aucun mécanisme de contrôle et de responsabilisation. Parce que dans ce cas-ci, devant le jury, ce sont des médecins psychiatres qui s'opposaient. La couronne fait une preuve, la défense aussi propose ses médecins psychiatres et ils ne s'entendaient pas sur le diagnostic. Non, c'est pas sur le diagnostic, en fait, c'est sur la responsabilité criminelle. Oui. Mais si on avait eu un schizophrène ou un psychotique, quelqu'un qui souffre vraiment de maladie mentale, parce que l'article 16 est généralement dévolu pour ces personnes-là. Exact. Est-ce que, à ce moment-là, votre réflexion serait différente sur le verdict de non-responsabilité criminelle? Parce que Guy Turcotte ne souffrait pas ni de psychose, ni de schizophrénie, ni de maladie mentale classique. En fait, ce que je dis, c'est qu'on peut avoir un point de vue, mais il faut qu'il soit défendable, et il faut qu'il soit, peu importe le parti pour lequel on est, il soit toujours démontrable. Donc, ce que je pense, c'est que lorsqu'on adhère à un parti, que ce soit la défense ou la couronne, l'expert fait erreur et il ne respecte pas son code d'éthique qui est d'être impartial, rigoureux, objectif et s'appuyer sur la science et les normes qui sont en place. Donc, ce que je dis, c'est que les gens, ils vont s'allier à un parti, de la défense ou de la couronne, et ils vont défendre ad nauseam un point de vue qui n'est pas défendable du point de vue. Exactement.
exactement. Et même au point de vue juridique. Donc, mon point de vue à moi, c'est que ce que j'ai noté à la Cour, c'est bien qu'il faut vulgariser pour que les gens puissent comprendre le niveau qu'on amène, que les docteurs utilisent pour amener leur point de vue, exactement, est très bas. Ouais. Ça passerait même pas du point de vue des externes lorsqu'on fait des enseignements. Ça ne respecte pas la démarche médicale qu'on apprend lorsqu'on commence notre formation de médecine. Parce qu'évidemment, pour expliquer aux gens, c'est le juge Wagner, le nouveau juge de la Cour suprême ce matin, qui dit dans les journaux, qui dit, il faut bien expliquer les mécanismes. Ce sont 12 hommes et femmes, sans doute là-dedans des pères, des mères de famille, qui ont reçu la preuve de la couronne, qui, elle, a un fardeau hors de tout doute raisonnable, là, qui était coupable, qui savait ce qu'il faisait. Aussi, là, je vulgarise, là. En défense, elle est arrivée avec des témoins experts qui ont dit, il y a des troubles d'adaptation, mais ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Et je pense même que Mme Poupard avait plaidé à un moment donné, puis je veux pas faire d'erreur, mais un père peut pas faire ça à ses enfants. Puis il a martelé cette phrase-là, je pense, à plusieurs reprises. Les 12 hommes et femmes ont accepté ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on joue avec la notion, le côté ésotérique de la psychiatrie, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on connaît de la psychiatrie. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va chercher des notions qui appartiennent à l'irresponsabilité criminelle, alors que le législateur a spécifiquement prévu meurtre premier, meurtre deuxième et homicide involontaire. Si, disons, pour une cause de dépression ou de trouble d'adaptation, notre jugement n'était pas à point, on a l'homicide involontaire. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on joue avec la notion du jugement et on étire les concepts. Puis ce serait un peu long de tout vous expliquer en détail, mais les gens qui sont en place, c'est une surspécialité d'être médecin expert. Et ils se doivent de connaître, si on regarde le pedigree d'un médecin expert qui est au Collège royal de l'Ontario et du Canada, il y a toutes ces notions-là qu'ils se doivent de savoir. Évidemment, dans notre droit, c'est toute une pente à remonter pour la couronne de faire casser une décision qui a été prise par le jury, ces 12 hommes et femmes, parce qu'on les dit des citoyens éclairés et qui sont maîtres des faits. Ils délibèrent à huis clos, puis ils y apportent leur interprétation. Est-ce que vous allez jusqu'à remettre en cause ce système-là? Non. Au début, parce que c'est là que je vois que j'ai évolué, au début, je me disais, ça n'a pas de bon sens, il faudrait former les juges, les avocats, tout ça, mais les citoyens, dans leur fort intérieur, ils sont capables de prendre la bonne décision. Et je pense que d'usurper le rôle du public à cette instance-là, qui est très importante, serait une grave erreur. Parce que, vous savez, dans le courant de mes recherches, et je veux pas paraître impoli, mais il y a quand même des juges et des avocats qui, malgré leur rôle, ne maîtrisent pas non plus totalement la définition de l'article 16. Donc, moi, je pars du principe que chacun est responsable de ce qu'il amène en cours et des médecins qui sont au sommet de leur art, on ne doit attendre rien que moins que presque la perfection, là. C'est des gens qui sont experts, ils sont reconnus pour ça, alors ils se doivent de pas étirer des concepts et de les maîtriser. Oui, parce que dans ce cas-ci, évidemment, ce n'est pas terminé. La Cour d'appel a encore à décider si le juge, dans ses instructions au juré avant qu'il ne délibère, a fait une erreur de droit. Et ça, pour vous, est-ce que vous allez vivre avec le verdict, quel qu'il soit, la décision de la Cour d'appel? En fait, je prends ça comme le tribunal administratif. Je sais que la porte n'est pas très grande ouverte. Les gens, ils pensent que toutes les erreurs qui ont été commises au procès vont être vues à la Cour d'appel, alors que c'est totalement faux. C'est sur un principe qui est l'arrêt Bouchard-Lebrun, sur peut-être un élément de droit qui sera analysé là, par les juges de la Cour d'appel. Un mot sur la commission d'examen qui, pour certains, vient en aide et son rôle est pour soigner. Puis j'entendais McLeod d'ailleurs dire tout à l'heure, pour la commission d'examen, il n'est pas malade. Dans la population, avez-vous l'impression qu'on s'attendait de la commission d'examen qu'il punisse Guy Turcotte, qu'on le voit comme un criminel, qu'on le voit comme un meurtrier, alors qu'il n'a pas été ni condamné, ni acquitté pour autant d'ailleurs. Il est non criminellement responsable. Et est-ce que la commission d'examen a un corridor, selon vous, trop étroit, parce qu'elle doit imposer la décision la moins privative de liberté dès qu'il n'y a pas de maladie? En fait, il y a deux composantes. L'état de choc, moi, je l'ai déjà eu avant parce que je pensais que le tribunal administratif pouvait regarder ce qui s'était passé et qui pourrait s'offusquer. Mais c'est un système cloisonné qui est fait pour des gens qui ont été reconnus malades. Donc, à la base, je pense qu'on peut dire que le système est bon si les individus qui se trouvent devant eux sont réellement malades et qui ont été jugés correctement. À partir du moment où il y a eu une erreur, comme je le suppose, c'est comme si le train s'en va à l'envers, on le regarde, puis eux, ils ont les mains liées par les règles du tribunal administratif. Donc, est-ce que le système de responsabilisation devra venir du tribunal administratif faire une autre partie qui devra en juger? Est-ce qu'on doit laisser ça plus transparent et le laisser cloisonner? Ce sera une question qui appartiendra probablement aux ministres, aux sous-ministres et aux gens
en place, les hauts fonctionnaires. Là. Dernière question, très brièvement, là. Oui. C'est que le gouvernement conservateur, je crois par la voix de M. Boisvenu, mais là non plus, je ne vais pas me tromper, a annoncé qu'il voudrait restreindre l'accès à ce verdict-là. Vous allez militer pour ça? En fait, je suis au courant pour avoir été dans certaines de ces démarches-là. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont à définir, mais on aura beau définir l'article 16 du mieux qu'on peut. Si on l'applique, les gens qui l'appliquent bypassent les règles, on va toujours faire des erreurs. Merci beaucoup, Mme De Gaston. rien. Merci Bonne journée. beaucoup. Bonne journée.